Bien de nouveau, j'aimerais vous présenter les experts qui sont ici avec nous. J'aimerais d'ailleurs remercier chaleureusement le JEGN de nous avoir rassemblés. Ils travaillent dans ce domaine depuis ses débuts. Donc, ces trois orateurs, oratrices, représentent les trois pieds du trépied qui maintiennent le journaliste. Donc, il y a le journalisme, la société civile et la technologie. Donc, la technologie. Camille François est responsable de l'innovation chez Graphica. Cette entreprise travaille pour détecter et atténuer la désinformation, la manipulation médiatique et le harcèlement. Camille François était précédemment chercheuse principale à Jigsaw, l'unité d'innovation de Google qui développe la technologie pour répondre aux défis sécuritaires mondiaux et pour protéger les utilisateurs vulnérables. Elle a conseillé des gouvernements, des commissions parlementaires sur des thèmes politiques liés à la cybersécurité et aux droits numériques. Il y a le journaliste Craig Silverman, un journaliste récompensé, c'est un expert en matière de désinformation en ligne, de fausses informations, de vérification de contenu. Il est rédacteur en chef média de BuzzFeed News, où il chapeaute une équipe mondiale qui couvre les plateformes, la désinformation en ligne et la manipulation médiatique. Craig a été nommé parmi les 50 personnalités politico qui ont travaillé sur les fake news et leurs effets sur la politique américaine. Il a également édité The Verification Handbook et The Verification Handbook for Investigative Reporting, donc deux manuels vis-à-vis de relatifs à la vérification. Il est également auteur de Mafia Boy. Puis, il y a Claire Wardle, qui est une experte sur le contenu généré par les utilisateurs et la vérification. Elle est également présidente exécutive de First Draft, une organisation à but non lucratif consacrée à la formation de journalistes qui travaillent dans une période de désinformation. Donc, elle a également réalisé un travail de pionnier en matière de lutte contre la désinformation durant un certain nombre d'élections à travers le monde. Elle a également co-écrit un livre qui traite du cadre interdisciplinaire pour la recherche et les politiques en matière d'information. Un rapport pour le Conseil de l'Europe. Donc, passons à Camille. Camille était sélectionnée par le MIT parmi les personnalités les plus influentes de moins de 35 ans, donc l'Institut de technologie du Massachusetts. Donc Camille, cela fait un moment que tu travailles sur les élections. Selon toi, qu'est-ce qui a changé? À quoi devons-nous être préparés? Oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui est différent par rapport à 2016, notamment? On peut penser à ça. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et tu le sais sans doute mieux que quiconque. Pour ceux qui travaillent sur la désinformation et les campagnes d'harcèlement coordonné, les fermes de trolls, eh bien, 2016 n'était pas une bonne année. La plupart des recherches sur ce sujet se sont retrouvées marginalisées. Beaucoup de plateformes n'en avaient cure en réalité. Ce n'est même pas une question. Il n'y avait pas de service pour prévenir cela, personne n'était responsable d'une investigation en la matière et personne ne considérait cela comme un thème de sécurité nationale. Et je pense que tout cela a changé en 2017 avec cette prise de conscience des tentatives d'influence russe sur l'élection américaine. Depuis, du chemin a été parcouru. Il y a des mesures qui permettent de prévenir ce type de manipulation. Il y a des équipes qui sont responsables de la détection et cela se produit parfois. Bon, ce n'est pas parfait. Nous avons encore du pain sur la planche, mais le contexte est différent. Nous avons identifié le problème. Il y a des équipes qui travaillent sur ce problème. Bon, bien qu'elle soit parfois lacunaire, mais il y a également des mesures politiques en la matière. Toutefois, je suis encore témoin de certaines choses, notamment en matière d'interférence russe. À ce jour, j'ai pu voir 5 différentes campagnes russes qui ciblaient l'élection américaine. Donc, la première que l'on a détectée a débuté en octobre 2019. Elle a utilisé Instagram
pour cibler les mêmes publics qui avaient été ciblés en 2016. Depuis cette première campagne, en octobre 2019, nous avons été témoins d'au moins 4 autres campagnes, 3 qui se sont déroulées durant les 10 derniers jours, notamment. Donc, on voit ici cette même stratégie de ciblage. On vise vraiment un public spécifique aux deux extrêmes du spectre politique américain. Donc, il y a des messages pro-Trump, mais il y a également des messages qui concernent l'autre spectre, la politique américaine. Donc, on voit également en 2020 l'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer des fausses photos de profil. On l'a vu en 2020, on ne l'a pas vu en 2016. Autre tendance que je trouve préoccupante, en 2020, ces campagnes ciblent des objectifs qui n'ont en réalité pas conscience d'être ciblés. Donc il y avait notamment 2 sites web qui se présentaient comme des sites tout à fait normaux, mais qui en réalité étaient gérés par les autorités russes. Donc parfois, ils faisaient simplement que plagier des travaux d'autres journalistes qu'ils copiaient et collaient sur leur site web, puis ils ont rédigé d'autres articles, puis ils ont recruté des participants pour vraiment tenter d'influencer l'élection. Donc, je voudrais également souligner un autre fait important. Ce qui a changé en 2020, que l'on n'avait pas en 2016, c'est qu'il n'y a pas seulement la Russie qui agit en la matière, il y a également des campagnes d'influence chinoises et quelques iraniennes. Et là, il s'agit simplement d'acteurs étrangers, mais il y a également des acteurs nationaux. Et c'est toute une constellation d'acteurs en matière de désinformation qui sont motivés par le gain également. Donc, cela s'est produit en 2016, en 2018, en 2020 à nouveau. Donc, il faut naviguer cet environnement qui est beaucoup plus complexe. Alors Camille, tu as dit qu'ils se sont présentés à nouveau pour recibler les mêmes individus. Mais quelle est l'incidence réelle sur les citoyens? Alors, quelle incidence ont ces campagnes? Alors, nous avons un système de détection bien meilleur. C'est un travail collectif. C'est intéressant de savoir d'où viennent ces campagnes et quelles technologies elles utilisent. Donc, il y a notamment le site web Peace Data. Donc, c'était un site web géré par la Russie qui se prétendait être une organisation de journalistes. C'est le FBI qui a détecté cette devanture. Puis, il y a eu d'autres opérations qui étaient gérées depuis le Ghana, mais qui ont été détectées par des professeurs qui travaillaient dans une université aux États-Unis. Un troisième exemple. Donc, il y avait un autre site web qui se prétendait être une organisation médiatique et qui a été identifié par Reuters. Donc, étant donné qu'il y a davantage de personnes qui enquêtent sur ces campagnes, eh bien, elles peuvent être détectées avant qu'elles aient le temps d'acquérir un public considérable. Alors, auparavant, on n'était pas en mesure de détecter ces campagnes d'information suffisamment tôt pour les empêcher d'avoir un public considérable. Maintenant, on est beaucoup plus rapide en matière de détection
et on peut atténuer leur impact. Toutefois, c'est assez difficile pour les citoyens qui sont ciblés. Parfois, ce sont même des journalistes qui ont participé sans le savoir à ce type d'opération. Les interférences de l'étranger polarisent également la société et cela n'aide pas les personnes qui doivent réellement travailler sur ces thèmes. Mais je serais ravi de continuer à discuter de cela. Alors, avant de passer à Craig, j'ai une autre question. Alors, tu as également parlé de la désinformation genrée. Tu étais la première personne à te concentrer sur ce thème. Alors, en 2020, il n'y a plus de sexisme sur l'Internet et c'est fantastique. Bon, c'est une blague. Les attaques sexistes sont toujours au cœur de ces attaques de désinformation. Et l'on voit encore des campagnes d'harcèlement coordonnées parrainées par des États qui ciblent des journalistes, des militants, des politiciennes. Et le fait qu'ils utilisent des attaques hyper genrées leur permettent d'atteindre un plus grand degré de viralité. Les attaques sexistes ont souvent tendance à être virales et je pense que nous sommes davantage à même de comprendre et d'identifier ces problèmes, mais cela demeure toutefois une constante des campagnes d'influence ou de ciblage de journalistes ou de militantes. Maria, tu le sais mieux que quiconque. Oui, Alan en a recraché son café. Donc, passons à notre orateur qui a tous les faits. Merci Camille. Alors, qu'est-ce qui a changé? Sur quoi vous vous êtes concentré, Craig? Alors, je crois que un des grands changements par rapport à 2016, en tout cas, je constate une aggravation, c'est que à l'époque, on avait un candidat à la Maison-Blanche qui était en fait complotiste, ouvertement complotiste. Et donc cela a évidemment favorisé un écosystème en ligne, son développement. C'est un peu comme si on avait réveillé tout ce qui traînait dans les recoins obscurs. Et donc ça a été aggravé par la campagne présidentielle de 2016. 4 ans plus tard, ce type de contenu, ces attaques en ligne, tout cela, en fait, c'est normalisé. C'est devenu une partie intégrante de l'information aux États-Unis et peut-être dans le monde. Et c'est donc ça la nouvelle donne, celle que nous essayons d'apprivoiser depuis 4 ans. Et donc, en 2020, d'une certaine manière, on peut dire que c'est pire encore que 2016, où pourtant on croyait avoir touché le fond ou alors atteint des sommets. Et comme Camille l'a dit, oui, et on a fait des progrès. Donc d'un autre côté, quelque part, il y a du mieux, puisque on est capable de détecter, nous sommes plus nombreux également. En fait, en 2016, il y avait simplement une poignée d'aficionados qui se préoccupaient de la question, alors que maintenant, il y a foule. Donc, où placer l'aiguille? Alors, d'une certaine manière, oui, nous avons fait des progrès, mais d'un autre côté, la situation est toujours aussi catastrophique. Il y a 4 ans, en tous les cas, nous étions bien moins nombreux à enquêter sur la désinformation, à la rendre publique, la dénoncer. Je crois aussi qu'il est important que la presse soit un peu réveillée. Mais je crois qu'il y a encore à faire dans la sensibilisation de notre profession, de savoir que nous sommes des cibles des tentatives de désinformation. Donc on se retrouve dans une situation paradoxale où nous devons être toujours vigilants, ne jamais baisser la garde. Nous devons faire tout ce qu'il faut pour
repousser l'emprise de ces réalités alternatives. Mais nous devons également être très vigilants sur ce que nous faisons nous-mêmes et trouver un équilibre. Dans l'univers concurrentiel du journalisme, eh bien, évidemment, il y a une forte pression pour être le premier à tweeter quelque chose, etc. Et donc, parce qu'il y aura 10 collègues qui sont prêts à le faire. Et donc, j'ai l'impression que parfois, les conditions de travail vraiment se retournent un peu contre nous. Question de Maria Ressa. Alors, travailler sur la désinformation maintenant, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Donc, est-ce que vous pourriez des exemples? Quelles leçons avez-vous tirées? Qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous? Non, je vais vous présenter quelques diapositives et je vous prie de me pardonner l'usage de cette béquille. Mais c'est vraiment très pratique en fait, ce sont des conseils. Donc je me contenterai de 2 diapos et surtout ne vous inquiétez pas de prendre des notes, je les rendrai facilement accessibles. Donc voici c'est un pense-bête en fait, un compendium des choses auxquelles il faut penser. Donc tout d'abord, il faut savoir d'où viennent les mauvaises sources. Qui sont les mauvaises sources? Et ensuite, il faut suivre. On ne peut pas simplement y aller et puis ensuite faire autre chose et puis revenir. Non, il faut vraiment vérifier régulièrement. Il faut utiliser éventuellement des outils comme BuzzSumo. Il faut aussi utiliser CrowdTangle, qui est vraiment un instrument très très précieux pour le suivi de groupes Facebook et de pages. Et puis faire cela vraiment quotidiennement, quasiment. Prendre des notes, suivre au jour le jour. Et puis évidemment, il faut également faire attention non seulement à ce qui est dit, le contenu sur Twitter ou sur Facebook, mais identifier les sources. C'est financé par qui? Quelles sont les organisations qui poussent ce genre d'informations? C'est donc une manière, quelque part, de vraiment se spécialiser et de pouvoir saisir la totalité donc, de ce qui se fait dans ce domaine. Alors, CrowdTangle, je l'ai déjà cité, Facebook est propriétaire, c'est vraiment un outil qui est formidable. En plus, c'est gratuit. Mais il faut évidemment se donner les moyens, enfin se le procurer. Il y a aussi BuzzSumo. Donc je dirais qu'il y a une phase d'appropriation de ces outils. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se substituer en fait à faire votre travail de journaliste d'investigation. Non, bien entendu, vous allez devoir prendre des décisions, vous allez devoir faire votre travail de journaliste, enquêter. Et il va falloir combiner ce que vous trouvez sur les plateformes avec des moyens plus traditionnels d'exercer votre métier. Et puis ensuite, pour ce qui est de l'approche, si vous voyez une information erronée, si vous voyez qu'une fausse information est diffusée largement, eh bien, essayez de trouver si d'autres comptes vont diffuser la même fausse information. En effet, nous voulons toujours en fait comprendre le système, l'aspect systémique. Nous voulons savoir quelle est l'étendue des dégâts, jusqu'où quelque chose a été diffusé. Est-ce que c'est un incident isolé ou est-ce que c'est au contraire une campagne coordonnée? Donc il faut éventuellement s'appuyer également sur les compétences d'un spécialiste dans votre équipe éditoriale, mais je pense que franchement, nous devons tous nous y mettre quelque part et être bien conscients que cela touche à tous les domaines. Donc il faut également s'associer aux collègues spécialisés dans le domaine de la santé, dans le domaine, la recherche scientifique, etc., puisque cela peut littéralement affecter n'importe quel domaine de journalisme. Et puis, bien entendu, il faut dénoncer la désinformation. Mais je dirais que ce n'est pas suffisant. Il faut lutter contre il faut activement lutter, il faut littéralement repousser l'ennemi qui essaye de répandre et de rendre crédibles des informations fausses. Et donc, si notamment vous avez affaire à une force étatique, alors tout le monde a envie de pointer du doigt la Russie, il faut évidemment être très très prudent quand on attribue une campagne. Il faut là vraiment se renseigner auprès des collègues, des experts en fait de ce domaine qui vont pouvoir vous aider à faire des attributions correctes. Alors, et n'oubliez pas que les journalistes sont des cibles. Pourquoi? Parce que nous sommes un relais formidable. Nous, finalement, autorisons ce genre
campagne. Et puis également, cela nous occupe, et nous occupe beaucoup, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas faire notre travail utilement. Donc, il faut savoir à partir de quand il y a un seuil de déclenchement où là vous devez intervenir, et puis ne pas perdre son temps à poursuivre toutes les tentatives de désinformation et de complotisme que vous rencontrez, sinon vous n'en sortez pas. Et puis voilà en fait une liste encore d'outils qui sont utilisés très fréquemment, très quotidiennement par des journalistes. Donc la plupart de ces outils ici sont soit gratuits ou ont une version gratuite, donc c'est vraiment accessible à toute la profession, même quand il n'y a pas de budget. Et puis, j'ai également un fichier doc, un Google Doc que je peux partager avec des ressources et des outils dont vous avez le lien ici. Et puis, il y a également eu la publication du manuel sur la désinformation et la manipulation des médias. Là encore, vous avez la référence dans la diapo. Et puis, il y a également une collègue de Camille chez Graphica qui a rédigé un des chapitres. Et puis Bellingcat a également, et vous voyez le lien à l'écran, une liste d'outils qui est très utile. Et enfin, dans la communauté du renseignement en open source, en source ouverte, il y a le dernier site qui est mentionné. Donc cela, ce n'est pas quelque chose qui est fait par des journalistes, mais donc par des agents de renseignement. Donc j'espère que cela va pouvoir vous aider, que voilà en fait les conseils principaux, les choses à ne pas oublier, je dirais, c'est ce qui va vous permettre de bien faire ce type de travail, de suivi, et puis vous verrez d'ailleurs que cela devient de plus en plus facile une fois qu'on a commencé. Formidable, merci beaucoup Craig. Alors, je vois qu'il y a de nombreuses questions qui sont publiées dans le Q&R. Nous allons recueillir toutes ces questions et puis ensuite répondre à faire un premier tour de table pour répondre à ces questions. Mais pour l'instant, nous allons donner la parole à Claire Waddle. Claire, en fait, vous êtes sur cette affaire de la désinformation depuis les tout débuts. Je me souviens de vous avoir rencontré à l'époque, vous travailliez pour la BBC et vous faisiez déjà de la vérification de contenu. Et puis ensuite, First Draft a vu le jour. Alors, pourquoi ces élections américaines sont-elles si importantes? Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier. J'ai vraiment de la chance d'être ici avec vous, même si c'est en ligne seulement. Oui, alors en effet, cela remonte à 2009. Et à l'époque, c'était vraiment quelque chose une niche en quelque sorte. C'était ce domaine, cet intérêt très très spécialisé, en fait, est devenu quelque chose maintenant de complètement qui intéresse tout le monde. Et puis, je me rappelle aussi à l'époque, on avait simplement quelques. On avait quelques cas de fake news, pas grand-chose. C'était par exemple une attribution au pape qui était censé avoir dit quelque chose, mais c'était de toute évidence un canular. Alors que là, maintenant, on commence la journée et on finit la journée avec des fake news. Donc, ce qui a vraiment changé, c'est l'intentionnalité et le ciblage des journalistes. Et donc, le fait aussi, ce qui est nouveau, c'est le fait que la désinformation, maintenant, cible délibérément l'activité des journalistes. Parce que il y a la raison derrière ce ciblage, c'est d'obtenir que en fait, les décideurs, les influenceurs, etc., puissent reprendre ces fausses informations qui, si on se relaie, en fait, ne sont rien. Et nous avons vu également une forte montée de la désinformation au niveau national. Nous voyons par exemple que des responsables politiques sont devenus des relais tout à fait ordinaires de ce genre de problème. Et donc cela, pour nous, nous amène à prendre des décisions et à dire que, ben, par exemple, nous n'allons pas reprendre telle information qui est notoirement fausse. Oui, et ça se passe partout dans le monde, n'est-ce pas, Claire? Alors, vous avez bien montré la montée en puissance de ce problème, et puis on a vu en fait à quel point les faits sont devenus quelque chose d'incertain. Il y a une mise en danger de la factualité. Donc, comment devrions-nous gérer ce problème?
Je dirais que ce qui me rend très triste, c'est que finalement, au bout de 4 ans de sensibilisation, quelque part, on n'est pas encore atteint un niveau de conscience suffisant sur ces questions. On entend encore très fréquemment, oui, Facebook va diffuser ou Twitter ou quelque chose. Et puis, quand il s'agit de former à la bonne utilisation de ces nouveaux outils numériques, finalement, on nous dit oui, mais ça va prendre beaucoup trop de temps. Alors qu'en fait, il y a véritablement urgence. Nous sommes ici dans une situation où les tactiques et les techniques qui sont utilisées au service de la désinformation n'ont pas été suffisamment dénoncées, alors même que la campagne est d'une grande importance. Donc, quelque part, je suis déçu que nous n'ayons pas réussi à mieux informer la population, à mieux expliquer ce qui se passait. Et notamment, ce que nous devons faire, c'est expliquer comment tout le monde, tous les citoyens peuvent se protéger contre la désinformation. Par exemple, quelle est la première méthode utilisée par une mauvaise source? Eh bien, c'est de commencer par une capture d'écran qui va ensuite être diffusée. Et quelque part, nous avons raté un coche ici qui consiste à vraiment montrer comment, par quelle petite manipulation très ordinaire, on peut commencer une campagne de désinformation. Et puis, je crois aussi que nous n'avons pas complètement conscience de l'ampleur des dégâts, ce que ça fait à nos sociétés. Oui, et quand on nous dit désinformation, oui, bon, c'est un problème de responsable politique, c'est le problème des Russes, ceci et cela. Mais en fait, on sous-estime la dangerosité du problème. Et puis, nous le savons tous, Maria, quand on voit ce qui s'est passé ces 3 dernières années aux États-Unis, franchement, c'est effarant. Et franchement, autrefois, c'était un peu comme si on allait se promener au bois par rapport à ce qu'on a maintenant. Donc, les choses se sont développées très rapidement. Alors, c'est une question maintenant que je pose aux 3 panélistes. Si les faits ne sont pas garantis, comment peut-on garantir l'intégrité des élections? Et Claire, vous l'avez mentionné, à quel point sommes-nous en fait prêts dans ce nouveau contexte? Comment pouvons-nous exercer nos droits de citoyens en allant voter? Quand je regarde ce qui est devenu un débat présidentiel, on peut vraiment se poser des questions sur le degré de préparation des électeurs qui font face à de nouvelles réalités. Eh bien, je le dirais clairement, ils ne sont pas prêts. Je ne sais pas combien de personnes ont regardé le débat au niveau vice-présidentiel, mais les événements, c'est ce qui va finalement marquer l'impression que retirent les électeurs. Impression. Et oui, certes, il y a les faits, mais en fait, de l'impression aux faits, et puis qu'est-ce qu'un fait? Un fait, on peut très bien l'éclairer d'une certaine manière, ce qui va créer un récit différent, une compréhension différente. Et je dirais que l'écosystème de l'information, quelque part, a cette espèce de grosse massue, on dit fait, 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 mais en réalité, nous ne travaillons pas sur la manière dont les faits deviennent la matière première de la désinformation. Craig. Ah, Camille, allez-y. Alors, je voulais simplement parler de ce que Claire a dit. Cela fait un moment qu'on est concentré sur le contenu, du bon contenu, du mauvais contenu, du contenu véridique ou du contenu mensonger. En réalité, il ne s'agit pas seulement de manipulation et de ciblage de contenu, mais également des individus qui sont derrière ces contenus. Si un site web prétend être un média géré par des Américains, mais c'est en réalité une opération lucrative gérée par des Macédoniens, eh bien, c'est un problème. Il en va de même des comportements. Les comportements peuvent poser problème. Peut-être que diffuser un contenu en soi, ce n'est pas problématique, mais le fait que cette diffusion a été réalisée afin de laisser penser qu'elle est organique et de laisser entendre que c'est un mouvement de base, alors qu'en réalité, il y a toute une œuvre de manipulation derrière, c'est un problème. Donc, il ne s'agit pas seulement de questions de contenu. Donc, on utilise souvent le cadre ABC, donc ABC en anglais, donc acteur, behavior, comportement, puis euh, euh,
le dernier élément, c'est la problématisation. Mais Craig, j'ai parlé à ta place, désolé. Oui, je pense que ce sont des éléments très importants. Je pense que c'est là que la conversation vis-à-vis de la vérification des faits dans le cas du journalisme est problématique. Est-ce que ça fonctionne simplement? Et nous, on peut se demander si le fact-checking, la vérification des faits, va changer la perception des gens. Non, dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on attend, si c'est ce que l'on attend des journalistes et des vérificateurs, nous serons déçus. Ah oui, il y a davantage de redevabilité pour les personnalités, les organisations, mais également pour les acteurs qui manipulent l'information et l'environnement. Donc, il y a cette redevabilité qui est importante, mais il y a également un autre versant à cela. Il s'agit également de créer un public plus résilient. Transparence joue un rôle pour générer la confiance, mais il s'agit également d'expliquer comment on a identifié, comment on a diffusé cette information. Et peut-être qu'ainsi, le public trouvera des méthodes pour le faire soi-même. Par rapport à la capacité critique du public, eh bien, son développement est utile, mais ce n'est pas une panacée. Et nous, notre rôle en de journaliste n'est pas seulement vérifier les faits. C'est un rôle important, il peut être dissuasif, mais de changer la façon dont les gens pensent, ce n'est pas notre travail. Donc, il faut davantage augmenter la qualité de l'environnement journalistique, améliorer la capacité critique du public. Et ce n'est pas la tendance actuelle. Donc je dirais, en tant que journaliste, que nous ne devrions pas trop être obsédés par la vérification des faits. Certes, nous devrions le faire, mais nous devrions également penser à d'autres façons de servir notre public. Donc, nous, journalistes, nous, membres de la société civile, nous avons tendance à réfléchir de façon plus frontale. Mais les plateformes qui hébergent notre contenu, plateformes qui parfois optimisent notre contenu, elles, ces plateformes, se penchent sur les comportements et la façon dont elles peuvent utiliser les technologies de pointe pour nous faire rester sur leur site. Donc, ils analysent nos comportements et créent en quelque sorte une boucle de feedback pour nous, pour préserver notre attention. Donc, il y a des plateformes qui diffusent des informations, qui diffusent parfois des faits, mais qui sont également des plateformes qui analysent nos comportements, qui développent des modèles qui parfois nous connaissent mieux que nous nous connaissons nous-mêmes et qui sont conscientes que tel ou tel aspect du message est plus à même de nous toucher plus profondément. Donc, ils peuvent ensuite vendre ces analyses à des publicitaires, notamment. Je pense qu'on a simplement donné à ces plateformes la clé pour diffuser nos contenus et cela leur a donné une occasion en or pour manipuler nos comportements de façon insidieuse. Et cette analyse, cette manipulation de nos comportements modifie notre perception, notre façon de penser. Et que l'on soit critique ou nous, on va toujours donner des données à ces plateformes. Donc, comment devrions-nous penser à cela, Camille? C'est une question très difficile. Je ne vais pas pouvoir répondre de façon exhaustive, car je vais devoir écrire une thèse de 200 pages. Mais j'ai quelques éléments à partager avec vous. Donc, l'écosystème de technologique et toutes ses composantes est extrêmement complexe. Lorsqu'on ouvre un réseau social, une application que vous utilisez pour consulter les informations, il faut être conscient des éléments de contenu qui parviennent jusqu'à vous, de la façon dont elles parviennent vers vous. Donc, il faut être conscient du rôle de la technologie.
il faut être conscient de quel espace publicitaire a été vendu à qui et par qui. Et tout cela est extrêmement complexe. Toutes les technologies en matière de publicité en ligne sont extrêmement compliquées. La façon dont elles sont intégrées ou non dans le produit fini, qu'elles soient affinées ou non, tout cela est extrêmement ardu à comprendre. Donc je dirais que ma première réaction, c'est de renforcer la transparence et la redevabilité. Et pour cela, il faut des savoir-faire, il faut des experts qui soient en mesure d'enquêter sur le parcours d'une publicité complètement folle, par exemple. Il s'agit de se pencher sur certains écosystèmes, sur certaines technologies. Personnellement, moi, j'ai vraiment espoir dans la capacité à certains journalistes de bidouiller ces systèmes technologiques et peut-être des individus qui sont capables d'analyser certains processus qui donnent lieu à des mauvais résultats sexistes ou racistes et qui sont donc en mesure de bidouiller de l'extérieur pour renforcer la redevabilité et la transparence. Donc, il y a beaucoup de changements naturellement qui doivent se produire. Moi, je suis française et donc je crois à la réglementation. Je pense qu'elle a son rôle à jouer en la matière. Mais il va nous falloir davantage de transparence et de redevabilité. Ces deux éléments que le journalisme a toujours apporté et devra continuer à apporter pour juguler ces systèmes extrêmement complexes. Craig, la redevabilité de la gouvernance, c'est ce que l'on réclame, mais on veut également la redevabilité du secteur de la tech, la technologie. Donc, comment peut-on gérer cet aspect de modification comportementale par ces acteurs? Comment fait-on cela? Alors, je pense que ces systèmes sont conçus pour parler à nos biais cognitifs, biais que nous avons tous d'ailleurs. Ces systèmes peuvent les exploiter et ils peuvent les renforcer. Alors, ces technologies ont une incidence sur nos comportements et c'est un sujet fascinant. Je pense que une des frustrations liées aux enquêtes sur ce sujet est que c'est un sujet nouveau et qu'on ne peut pas être certain des résultats ou de ce que sera ce secteur dans quelques années. Donc oui, si vous êtes journaliste, penchez-vous-y, mais basez-vous sur des recherches menées par des experts. C'est instinctif pour les journalistes d'enquêter sur ces systèmes, sur ces entreprises. Et je pense que de plus en plus de journalistes se penchent sur les algorithmes. Et c'est un sujet porteur d'ailleurs, car ces algorithmes ne concernent pas seulement les informations qui sont diffusées, mais également les potentiels crédits hypothécaires ou alors la criminalité dans une certaine région. Donc les algorithmes sont omniprésents. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail en matière d'enquête pour augmenter la redevabilité de ces entreprises. On ne parle pas seulement de Facebook ici. Facebook, naturellement, a plus de 2 milliards d'utilisateurs. C'est une plateforme publicitaire, une plateforme d'organisation d'événements, etc., etc. Ce n'est pas un simple réseau social. Et Facebook ne tombe sous le coup d'aucune loi, quel que soit le pays. Il y a une histoire à raconter là. Donc je pense que ces entreprises doivent faire l'objet de notre attention. Et je pense que l'on doit également mener ces enquêtes pour comprendre l'incidence de ces entités sur la vie des citoyens à travers le monde. Je pense que c'est une histoire qui devrait être traitée par des journalistes. Alors, Claire, est-ce que tu peux apporter ton grain de sel, s'il te plaît, sur ces boucles de retour incessantes qui modifient nos comportements?
Oui, alors j'aimerais dans ce cas-là revenir à la question de la capacité critique et à l'éducation à l'utilisation des médias. C'est à la fois immensément complexe et pourtant cela nous touche tous et toutes. Et nous avons tous des amis qui croient que Facebook, c'est l'alpha et l'oméga. Donc, je pense que ceux qui sont des techies auraient des choses à dire sur le sujet. Ce qui, en fait, surprend toujours, c'est quand tout d'un coup, on est ciblé. Nous sommes maintenant nombreux, nous l'avons dit, à travailler dans ce domaine, mais je pense que ce qu'il faut faire maintenant, c'est passer à la phase suivante, l'accessibilité de notre travail, la diffusion, la vulgarisation. Il faut vraiment expliquer ce que cela veut dire pour l'individu, sa famille, sa communauté. Et donc, je crois que, Maria, vous avez tout à fait raison. Nous ne parlons tout simplement pas assez de tout le mécanisme, de tous ces petits rouages qui s'activent et qui nous amènent là où nous sommes. Alors, nos interprètes nous demandent d'avoir la gentillesse de ralentir un peu, parce que là, ça devient effectivement très rapide. Mais Craig, l'auteur de Surveillance Capitalism, professeur d'université, eh bien, elle déclare que tout comme l'esclavagisme a été rendu illégal, des mesures législatives doivent être prises. Et donc, quand on parle effectivement d'enquête, dans le mécanisme, le fonctionnement de ces superpuissances commerciales qui définissent à quoi ressemble notre vie, eh bien, nous devrions procéder de même. Qu'en pensez-vous? Alors, voilà, je dirais que pour moi, l'aspect publicitaire, le volet publicitaire de ce fonctionnement est quelque chose qui est vraiment très intéressant et que cela mériterait en fait plus de reportages. Nous parlons beaucoup de désinformation, de campagnes de désinformation qui utilisent les réseaux sociaux, mais au final, l'argent, il vient d'où? Eh bien, de la publicité. Et je pense que ce côté purement commercial n'a pas été assez éclairé. Et c'est là où on peut effectivement faire du micro-ciblage. Parce que c'est en fait à travers ces actions publicitaires que on peut déclencher des comportements d'achat. Et je crois que là, franchement, il y a beaucoup plus à faire et que quelque part, c'est irresponsable de ne pas avoir enquêté davantage sur ce qui constitue le revenu de ces géants technologiques. En fait, je suis vraiment désolé d'avance, ça va être difficile pour les interprètes, mais je dirais que en fait, on peut parler d'une espèce de gigantesque fraude, un gros tas de fumier et d'impostures. Et donc, je pense que, bon, pour ma part, j'ai mené de nombreuses enquêtes, mais c'est compliqué effectivement parce qu'il faut regarder dans le détail. Donc déjà, essayer de comprendre comment fonctionne le ciblage publicitaire. Et moi, je continue à en apprendre tous les jours. Et puis, en fait, on finit par être considéré par ses collègues ou par son journal comme un peu monomaniaque, comme si on ne s'intéressait qu'à ça. Et franchement, les sommes en fait qui se volatilisent dans les coffres-forts de ces multinationales est quelque chose qui est en fait un gigantesque scandale et quelque chose qu'il faudrait éclairer bien davantage, où il faudrait vraiment faire tout un travail de prise de conscience. Donc oui, nous faisons ce que nous pouvons, mais franchement, au vu de la taille du problème, je pense qu'il faut en faire beaucoup plus. Oui, alors certes, merci beaucoup, Craig. C'est bien de effectivement nous signaler l'importance de cet aspect publicitaire, mais je crois que les choses ont changé. Bon, revenons à ce qu'était la publicité autrefois. Eh bien, on vendait des placements publicitaires dans la presse écrite, etc. Maintenant, on a effectivement du micro-ciblage, du ciblage de population, du sur-mesure, etc. Des tas de techniques. On peut par exemple intégrer tout un répertoire d'adresses email. Et tout d'un coup, en fait, on constitue un groupe cible qui est quasiment sur mesure et qui permet justement ce ciblage. N'est-ce pas, Camille? Donc, en fait, ce qui est utilisé au service de la publicité est maintenant utilisé pour de la publicité politique.
Donc, Camille, vous l'avez observé, Craig, vous avez écrit des articles, Claire, vous en parlez. Donc, est-ce que nous pourrions peut-être dire quelques mots avant de conclure à ce changement de paradigme publicitaire et ce que cela veut dire pour nous? Alors, ça me paraît un peu controverse. Oui, le micro-ciblage, ça peut être effectivement quelque chose qui fait un peu peur et qui peut être mal utilisé. Mais pour répondre à ce que Craig disait sur le scandale, la faillite morale, eh bien, pour moi, peut-être pêche un peu par la simplicité du propos. Donc, on imagine que, par exemple, si on supprimait le micro-ciblage, quelque part, cela rendrait ce secteur d'activité plus propre. Mais effectivement, il y a une très grande opacité, un fort manque de transparence, mais il y a toute une chaîne en fait d'intermédiaires. Et c'est en fait l'opacité de cette chaîne et les acteurs qui s'immiscent dans cette chaîne qui rendent la chose problématique. Et donc c'est comme cela qu'on se retrouve finalement avec une publicité qui se retrouve sur un site néo-nazi, alors même qu'il n'y a aucune cohérence entre le produit qui est vendu. Et donc, oui, certes, il y a là un gros problème sur les technologies employées pour le ciblage publicitaire, mais en réalité, on se retrouve souvent face à des choses qui vont au-delà dans leur complexité. Voilà, simplement un commentaire général et avant de laisser la parole à Claire qui va se dépatouiller de cette question compliquée. Oui, alors c'est vraiment Craig, le spécialiste. Mais vous avez peut-être vu ce reportage sur la manière dont l'électorat afro-américain a été ciblé dans le Wisconsin. Je suis complètement d'accord avec ce que Camille a dit, mais ce que j'aimerais dire, c'est que cela peut se passer n'importe où maintenant. Et ce que je peux vous dire, c'est que même moi, qui suis quand même relativement experte, que je ne serais peut-être pas consciente de faire l'objet d'un micro-ciblage. Et franchement, c'est quelque chose de complètement stressant. Et donc, je crois qu'après les élections, nous allons vraiment devoir enquêter et approfondir cet aspect-là des choses qui est vraiment si crucial. Craig. Donc, les élections, bien entendu, c'est quelque part l'exemplification même. Alors, Facebook a par exemple des archives qui recensent absolument tout ce qui a été repéré comme problématique. Et oui, Facebook va pouvoir enrichir cette base de données et donc ça peut également être une action rétroactive de détection. Mais certains des instruments publicitaires les plus puissants ont vraiment été mis au service de certains marchés qui sont peu honorables, peu fréquentables à vrai dire. Et donc, si il y a également les cookies de traçage et d'autres technologies qui espionnent votre comportement. Ce sont là des instruments extrêmement coûteux qui peuvent coûter des centaines de milliers de dollars par mois. Donc, vous avez parfois une période d'essai gratuite d'1 mois. Et donc, cette semaine, par exemple, j'ai publié un article. Et pourquoi suis-je tombé sur ce sujet? Parce que je suis tombé sur une publicité qui était liée à un contenu relatif aux Ouïghours, donc dans le Xinjiang chinois. Et donc, je suis tombé finalement, en remontant le fil, à une page web bidon. Et donc, je dirais que cela vaut vraiment la peine. Et c'est ce que Claire a dit. Il faut traiter les choses au niveau local. Parce que si je veux essayer de faire en sorte que les choses changent, eh bien, je vais devoir agir au niveau local parce qu'au niveau national, en fait, ce sont des choses qui passent sous le radar. Alors, donc, question pour vous trois, une dernière question. Est-ce que vous avez... je pense qu'en fait, Maria, vous devriez répondre à votre propre question. Oui, alors je sais, vous savez que je reviens à ce sujet constamment, mais quel est votre angle d'attaque?
avez-vous été ciblé? Alors, je pense que Camille. Camille. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas de Camille, c'est que c'est qu'elle a fait beaucoup de travail. Donc, Camille, donc est-ce que c'est Parlez-nous de votre expérience. Mais oui, alors nous échangeons, nous plaisantons, mais effectivement, nous sommes également très, très préoccupés par la situation. Et donc, il faut effectivement faire preuve d'un fort leadership pour ne pas reculer face à la menace. Bon, je ne veux pas parler à la place de Claire et de Craig, mais je sais que pour un grand nombre de mes collègues, c'est quelque chose de stressant. Il y a une polarisation croissante et je crois que nous allons observer des effets de plus en plus amplifiés de ce genre de phénomène. Alors, les sujets dont on parle, c'est effectivement la Russie, c'est l'extrême droite, et ce sont les deux réseaux sociaux qui finalement deviennent dépositaires qui sont associés très très fortement à cette désinformation. Et donc cela veut dire que ces deux entreprises finalement voient leur réputation salie en étant associées assez systématiquement à ces problèmes. Et je crois vraiment qu'il faut quelque part prendre un petit peu de recul et voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors le harcèlement. Bon, personnellement, je ne trouve pas que j'ai été vraiment souvent harcelé. Mais il y a une forme d'autocensure. Par exemple, First Draft ne choisit les sujets dont nous parlons. Et puis, nous vérifions à chaque fois quels risques les journalistes sont prêts à prendre. Et donc, je suis triste de dire que oui, nous devons continuer nos campagnes de dénonciation ou nous devons continuer à dénoncer les abus, mais cela implique à chaque fois une décision, un coût personnel et les décisions qui s'en suivent. Et nous cherchons à nous protéger les uns les autres. Alors, je vais donner un exemple très spécifique. Alors, parfois, il y a des éléments de recherche qui sont très sensibles et qui vont générer des attaques. Donc, on les signe collectivement afin de se protéger. Je regrette que l'on doive faire ça et j'espère que l'on puisse ménager un équilibre afin que l'on puisse faire notre travail sans être ciblé. Craig? Alors, moi, je n'ai pas fait l'objet de trop d'attaques car je suis un homme blanc, tout simplement. Les femmes et les personnes de couleur sont beaucoup plus fréquemment ciblées. Je pense ils font le même travail que moi, mais ils sont beaucoup plus ciblés. Donc je pense qu'il faut vraiment souligner cela. Il y a une certaine inégalité, c'est là témoin de l'inégalité au sein de la société et que des individus qui doivent déjà faire face à d'autres difficultés, eh bien, sont dans une situation encore plus complexe dans ce cadre. Pour ma part, c'était assez léger les attaques, mais il y a d'autres journalistes qui ont fait l'objet de campagnes massives. On a tenté d'échanger leurs cartes SIM et même parfois d'attaques qui sont avérées très dangereuses. Eunice. Il y a beaucoup de questions, donc tu pourrais en poser quelques-unes. Voyons combien de temps nous avons. Alors,
Première question, quels sont les 3 outils principaux que vous utilisez pour identifier les acteurs, des campagnes de désinformation? Puis question numéro 2, comment les, journalistes, démunis dans les zones rurales peuvent, lutter contre la désinformation ou les tentatives d'influence de campagne électorale? Alors je vais en identifier quelques-uns de ces outils. Donc, pour la question vis-à-vis des acteurs qui sont derrière ces campagnes. Donc, s'ils sont malins, eh bien, ils sont anonymes, mais parfois non, et vous avez de la chance. Donc, il y a des outils de nom de domaine qui peuvent vous aider à relier des adresses IP à des noms. Mis à part cela, peut-être que vous pouvez utiliser Google AdSense et vous pouvez utiliser des trackers qui fonctionnent sur un site web ou sur d'autres. Peut-être qu'il y a un réseau de sites web aussi qui a le même code, mais ils n'ont payé euh, pour l'anonymat que sur 8 sites web sur 10, car le 9e est leur site web privé, et donc vous pouvez peut-être relier les points ainsi. Donc voilà, nous, on s'y attaque vraiment euh, par le biais du site web. Donc il y a même un très bon outil qui s'appelle builtwith.com qui vous permet de travailler ainsi. Puis il y a un autre logiciel qui s'appelle AdSpy ou BigSpy pour ce qui est de l'espionnage publicitaire, pour s'y attaquer par ce biais. Puis il y a également Visto. Je vais vous donner le lien. Je l'ai utilisé récemment. Il y a une offre gratuite. On a une limite pour la version gratuite. Donc c'est visto.il. Donc c'est un outil d'espionnage publicitaire qui est vraiment rentable. Alors Craig a mentionné des outils fantastiques, mais j'aimerais souligner l'importance des mots-clés. Il faut être conscient des mots utilisés par les différentes communautés sur un thème spécifique. Donc moi, quand je parle à des journalistes, je dis aux élèves, réfléchissez aux mots-clés qui modifient, qui changent selon les langues, selon les communautés. C'est très chronophage, mais il faut vraiment une liste de comptes d'individus qui utilisent certains mots-clés, et ces listes, on peut les dresser si l'on passe du temps. Si moi je suis un mauvais acteur, eh bien je vais tenter d'infiltrer ces communautés. Donc ce que je dis à mes élèves, c'est avant d'atteindre le niveau de Craig Silverman, il faut déjà pénétrer ces espaces et tenter de les comprendre. Alors parfois, cela vaut même la peine de consulter toute la liste, regarder toutes les ressources et vérifier systématiquement tous les sites web. Peut-être qu'il y a un nom de domaine qui n'est pas anonyme. Peut-être qu'ils ont été peu regardants sur un petit aspect de leur campagne. Et donc peut-être que vous pouvez identifier les personnes derrière la campagne grâce à cette étourderie. La dernière fois, on a été capable d'utiliser, d'identifier le personnel derrière l'attaque d'influence russe, car le site web est tout simplement lié au service de renseignement russe, à la police secrète russe, le GRU. Alors, Anis, est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il des astuces permettant de déterminer le point de bascule entre une campagne numérique dans le monde réel? Quand est-ce qu'une campagne numérique peut avoir une incidence dans le monde réel? Alors, puis une question à Maria sur comment agir. Eh bien, pour agir, il faut déjà savoir comment on a été ciblé. Donc d'abord, on se concentre sur le contenu, la publication sur le réseau social.
Donc, on s'en sert comme un ensemble de données et on essaye d'extraire les différents clusters du message. Puis l'on se penche sur le réseau de désinformation. Donc si vous êtes un vérificateur de faits, eh bien, il peut s'agir d'identifier les réseaux qui diffusent les attaques, ou par exemple le réseau que Graphica et Camille ont été analysés. Donc, puis donc il y a ce réseau qui m'a attaqué moi, puis attaqué Rappler, puis ils ont créé des fausses photos de profil grâce à l'intelligence artificielle pour influencer l'élection US. Donc voilà, on peut utiliser la publication sur le réseau social pour ensuite en extraire des clusters qui permettent d'identifier les réseaux qui ont servi à diffuser l'information. Donc je voudrais parler des applications de messagerie cryptée. Le défi pour les chercheurs et les journalistes, c'est qu'il n'est pas facile de les surveiller parce qu'elles sont cryptées et surtout d'avoir conscience du public qu'elles ont touché en raison de cette encryption. Mais ça nous complique vraiment la tâche. Parfois, on peut chercher des codes plus courts. Parfois, si je veux contacter Craig, je vais peut-être lui envoyer juste un lien avec slash 1, 2, 3, 4, 5. Donc peut-être que je peux chercher des conversations avec des codes courts et tenter de récupérer les informations. Mais bon, peut-être que c'est controversé parce qu'on pourrait se pencher sur des groupes publics et des numéros de téléphone privés. Donc, les détracteurs nous disent qu'on ne doit pas le faire et d'autres nous disent qu'on devrait le faire, qu'on devrait être là. Puis, la voie du milieu, c'est trouver des groupes, puis traîner dans ces groupes et essayer de collecter des informations. Ce contenu se diffuse de plus en plus dans des espaces restreints, puis passe dans l'espace public. Mais on ne sait pas exactement quand. Par exemple, pour les informations, les élections américaines. Alors, on, on se penche sur la communauté des latinos en Floride et on essaye d'analyser ce qui se passe, on essaie d'être dans les espaces où les informations sont partagées, mais est-ce que c'est éthique d'être parmi ces groupes? Ou est-ce que, ou est-ce que je devrais communiquer l'information que j'ai découverte à Craig ou est-ce que je devrais la donner à un groupe d'information local? Donc, peut-être qu'on va aider à la diffusion d'une rumeur ou peut-être que on va pouvoir la prévenir. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aspects différents. Donc, avec Facebook, moi, on sait qu'elle est partout. Elle est partout sur Instagram ou elle est partout sur Facebook. Alors, pour les groupes privés, on n'est pas conscient du niveau de diffusion. Il y a de plus en plus de ce type de désinformation au Brésil. On l'a vu également au Brésil et aux Philippines. Donc, bienvenue dans la danse aux États-Unis. Donc, c'est un véritable défi pour nous du point de vue éthique, mais également du point de vue méthodologique. Eunice, je crois qu'on a manqué une question. Est-ce qu'il y a des astuces pour des journalistes dans des organisations plus petites, dotées de moins de ressources, pour enquêter sur les tentatives d'influence d'élection? En quelques mots, l'un des désavantages, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ressources et que votre organisation ne vous a peut-être pas formé en la matière, mais vous êtes ici sur ce panel, vous avez accès à des informations, mais vous avez également peut-être une région qui est moins étendue à analyser. Vous avez des contacts, peut-être qu'ils vous connaissent, peut-être que vous avez des sources, donc vous pouvez commencer à parler aux gens que vous connaissez. Et là, je ne veux pas forcément parler de sources de premier plan, réfléchissez.
qui sont vos amis sur Facebook, qui sont vos amis sur Instagram, qui sont vos amis sur toutes ces plateformes. Est-ce que vous êtes dans des groupes WhatsApp locaux? Donc, il s'agit tout simplement de diffuser la parole parmi ces groupes et leur dire: «Ah, est-ce que vous avez vu quelque chose d'étrange?» Et vous dites que vous aimeriez le savoir. Donc, diffusez votre parole. Puis, étant donné que vous œuvrez localement, eh bien, je rejoindrai des groupes Facebook locaux. Donc, des groupes d'achat-vente, des groupes de parents, car les individus qui veulent partager du contenu de désinformation ne vont pas créer un nouveau groupe, ils vont le diffuser dans de groupes aux multiples thématiques. Donc, il faut rejoindre toute une série de groupes différents et les superviser. Et si WhatsApp est populaire, eh bien, faites comme Claire, essayez de rejoindre des groupes privés, mais soyez transparent. Dites que vous êtes un journaliste, dites que vous êtes un chercheur, établissez des liens. Et j'essaierai également, si j'étais vous, de créer un compte CrowdTangle. Ainsi, vous pourrez superviser des groupes publics Facebook notamment. Peut-être qu'une liste Twitter serait de bonne loi également. Vous pourriez rechercher des mots-clés vis-à-vis basés sur l'élection et votre région. Cela pourrait vous aider. Bon, alors, rapidement. Hier, nous avons vu des nouvelles venant de Pennsylvanie. Les votes sont en cours. Les votes, de nombreux citoyens américains ont déjà voté. Et donc, cette idée qu'on ne peut pas faire confiance à ces élections, qu'il y aura de la fraude, que les résultats ne seront pas viables, c'est quelque chose que l'on voit promu de toutes parts. Alors, je pense que nous avons peut-être le temps de répondre à une autre question. Quelqu'un a demandé quelles sont les plus grosses difficultés techniques que vous rencontrez quand vous menez l'enquête sur ce type d'information. Si vous, quel serait l'outil de vos rêves et qu'est-ce qui serait le plus utile à votre travail? Camille, est-ce que vous voulez répondre à cela? Oui. Oui, alors je me ferai un plaisir de répondre et puis de poursuivre sur ce qui a déjà été dit. Alors, la communication privée, pour moi, c'est un peu une boîte noire quand il s'agit de campagnes sophistiquées. Donc, quand nous travaillons sur des campagnes structurées, souvent le grand public pense qu'il s'agit simplement d'un ensemble de posts sur Facebook, etc. Mais non, il y a beaucoup de manipulations, de relais qui se passent à travers des messages privés, du PM ou des DM. Et c'est là un espace qui est vraiment aveugle parce que toutes ces données, elles nous échappent. Et parfois d'ailleurs, à juste titre, parce que c'est simplement un respect de la vie privée. Mais le résultat, c'est que finalement, nous n'avons qu'une image un peu floue ou très lacunaire des stratégies de ciblage, notamment des responsables politiques et des journalistes. Et à chaque fois que je parle à des personnes qui ont été ciblées, eh bien, c'est très intéressant. On apprend plein de choses sur les tactiques et les stratégies qui ont été déployées, le côté d'ailleurs très insidieux des stratégies déployées. Et donc pour moi, vraiment, c'est là vraiment un angle mort. En fait, quelque chose qui nous prive d'une compréhension complète, exhaustive de ces campagnes. Donc ces campagnes, oui, elles se déroulent sur les réseaux sociaux, c'est clair, mais elles s'appuient aussi sur un maillage très fin au niveau du ciblage personnel. Alors l'outil, l'instrument qui nous permettrait de vraiment faire des progrès, je ne sais pas, alors peut-être qu'on pourrait responsabiliser les citoyens, les sensibiliser à l'importance éventuellement de retirer un contenu quand il s'est avéré erroné ou alors de participer tout simplement, de contribuer à une sorte d'enquête collective sur ce qui se passe. Alors nous nous félicitons d'avoir euh, de campagne sur l'intégrité politique et de partenariat que nous avons notamment avec l'Université de Washington et avec une autre institution. C'est là quelque chose qui nous permet de réagir beaucoup plus vite, de rebondir et de mener l'enquête, de voir si quelque chose est louche. Et donc, je crois que cette dimension collective est vraiment très importante. Quand on est
si près de la fin de l'élection, je crois que nous devons tous être vigilants. Craig ou Claire, est-ce que vous voudriez rebondir là-dessus? Alors, ce que je dirais, moi, bon, c'est que ces 10 dernières années, les plateformes, effectivement, sont devenues plus restrictives et davantage protectrices de la protection des données personnelles, mais cela rend les choses plus difficiles. Et vous avez peut-être vu que le week-end dernier, il y a eu débat sur 2 images qui ont été envoyées par Trump. Et donc, pour nous, il est vraiment difficile. Et puis avec le RGPD européen, la protection des données est encore renforcée. Donc, c'est vraiment difficile de faire ce travail dans un contexte de confidentialité accrue. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Craig, eh bien, CrowdTangle appartient à Facebook et très honnêtement, il faudrait vraiment qu'on puisse avoir recours à un tiers indépendant qui ne soit pas aux mains d'un des acteurs. Mais bon, je pense que c'est là quelque chose que nous disons tout le temps. Il y aurait tellement de choses, par exemple un vidéo reverse image, mais bon, je ne sais pas si cela arrivera un jour. Bon, alors je crois que nous arrivons vraiment à la toute fin là, de notre webinaire. Et donc, avant de conclure, j'aimerais donc remercier le GIJN. J'aimerais vraiment beaucoup être dans la même salle que mes collègues. Merci beaucoup à notre public. Et j'aimerais également vraiment très chaleureusement remercier nos panélistes, Camille, Craig et Claire. Et puis, je vous invite très fortement à consulter les guides qui ont été publiés par le GIJN. Et puis d'ailleurs, ça existe également en espagnol sous le hashtag Lupa Elección. Donc, je vous invite à nous retrouver pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 22 octobre. Il s'agit là des enquêtes menées contre les violences policières. C'est quelque chose qui est fait avec la conférence du journalisme d'investigation africain. Encore une fois, c'était un vrai plaisir de vous voir. J'aimerais dire bonjour à tout le monde. Je sais que parmi nos participants, il y a beaucoup de visages connus, mais en tous les cas, je vous invite à tous faire ce qu'il faut pour défendre l'intégrité de ces élections qui se termineront dans un mois. Les journalistes ont fait leur travail, nous pouvons être fiers de cela. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que nous devons sensibiliser et inclure la société civile. Voilà, merci beaucoup au nom du GIGN. Merci.